Bonjour, je suis le docteur Benoît Ries, directeur médical du groupe 3R et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du cycle de formation online dédié à l'intelligence artificielle en imagerie médicale. L'épisode du jour traitera de l'impact de l'intelligence artificielle sur le cancer radio-induit. La prochaine séance aura lieu le 9 novembre prochain. J'aurai le plaisir, en compagnie de Federica Zanca, oratrice du jour et physicienne médicale, de débattre des promesses de l'intelligence artificielle en radiologie et d'en faire un premier bilan. Après cette brève introduction, le webinaire durera environ 45 minutes et nous aurons la possibilité de répondre à vos questions en direct avec les orateurs et moi-même à la modération. N'hésitez pas à utiliser la fenêtre chat de Zoom pour poser votre question. Comme lors des fois précédentes, si vous y avez participé, vous recevrez le lendemain de cette formation un mail qui, en répondant et avec un bref renseignement de vos coordonnées, vous renverra un mail automatiquement avec votre certificat de formation continue, avec un point pour la Société suisse de radiologie et la Société suisse des techniciens, l'Association suisse des techniciens en radiologie médicale. Le docteur Hugues Bratt est le directeur général du groupe 3R, ancien directeur médical, radiologue et docteur en médecine. Il a également travaillé par le passé en Belgique. Second orateur de notre séance du jour, le docteur en sciences Damien Racine est docteur en physique médicale, possède une certification en physique médicale et avec spécialisation en imagerie médicale. Il collabore scientifiquement au sein de l'IRA et participe à ce webinaire avec son expertise de physicien. Federica Zanca est-elle physicienne médicale en imagerie? C'est la responsable de notre secteur recherche et développement et c'est une experte au sein de la Commission européenne des projets en imagerie et innovation médicale. Elle possède une expertise particulière en intelligence artificielle de par ses activités. Je vous souhaite un bon webinaire et nous nous retrouvons d'ici 45 minutes pour la séance de questions-réponses. Je vous remercie. Bonjour, Hugues Bratt, radiologue et directeur général de 3R. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue et vous remercie de nous avoir rejoints pour ce 4e webinaire de la saison 2 sur l'intelligence artificielle en imagerie médicale. Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier Marielle Aguilar, notre chargée de communication, pour l'organisation très professionnelle et sans faille de ces webinaires, ainsi que sa grande disponibilité et sa gentillesse au quotidien. Comme vous l'avez compris, le sujet du jour concerne l'impact radio-oncogénique de 7 années d'optimisation dosimétrique dans notre réseau, qui comporte aujourd'hui 18 centres et 14 scanners de dernière génération. En d'autres termes, comment avons-nous minimisé le risque de cancer radio-induit afin que vous puissiez choisir 3R en toute confiance pour votre prochain scanner? Je me dois de déclarer notre partenariat institutionnel avec GE, industriel avec qui nous collaborons pour une transformation de la radiologie qui réponde aux défis de la radiologie de demain. Alors, pourquoi optimiser la dose patient lorsque nous réalisons un scanner? Ne vaut-il pas mieux toujours privilégier une belle image en ignorant la quantité de rayons X délivrés? Cette vision fut une forme de standard au début des années 2000, avec la multiplication des rangées de détecteurs au scanner, de plus en plus performants et permettant de réaliser des examens plus rapidement, avec une qualité d'image livresque, mais au prix d'une irradiation considérable de la population générale. Or, chaque dose reçue est d'une certaine manière emmagasinée dans le corps humain, avec une radiosensibilité plus importante chez les enfants ainsi que de certains organes. Un excès d'irradiation peut donc mener au développement de certaines pathologies tumorales. Et donc, ce développement relativement incontrôlé a suscité des inquiétudes sanitaires à tel point que l'Union européenne a publié une directive qui est d'application depuis 2018 et qui vise à diminuer
l'exposition de la population européenne aux radiations ionisantes avec un focus sur le scanner. En effet, en 2018, le scanner contribuait pour 11% des examens d'imagerie médicale en Suisse et ces 11% représentaient 64% de l'exposition aux radiations ionisantes de la population. Dès 2015, nous avons développé une vision d'entreprise qui vise à toujours délivrer une dose juste pour un diagnostic juste, afin d'offrir à chaque patient le plus haut niveau de qualité de soins et d'imagerie diagnostique en particulier, en visant une excellence en matière de radioprotection. Nous avons développé un programme d'excellence afin de contribuer à la réduction de l'exposition inutile de nos patients aux radiations ionisantes et d'avoir un impact sur l'incidence de ces fameux cancers radio-induits. Je vous montre rapidement le chemin parcouru ces dernières années que Damien vous expliquera plus précisément. Le message que je désire faire passer est que la démarche qualité en matière de radioprotection est une amélioration véritablement continue, nécessitant de se remettre en question de façon quasi constante sur nos pratiques, et en grande partie grâce aux évolutions technologiques incessantes. S'inscrire dans ce type de démarche est cependant de notre responsabilité professionnelle et constitue un véritable défi collectif, car il adresse l'acceptation du changement et une communication abondante est nécessaire afin d'établir une véritable culture dose dans notre profession. Il est temps que je laisse la parole à Damien puis à Federica qui, en compagnie des deux Benoît et de Cyril, ont été les artisans de ce magnifique projet qu'ils vont vous présenter dans les prochaines minutes. Damien, à toi la parole. Merci Hugues pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Donc, on va continuer la présentation et je vais vous parler un peu plus du processus d'optimisation, comment il a été fait et à la fin, quels sont les résultats de ce processus d'optimisation. Donc, effectivement, le but de ce processus d'optimisation, d'uniformisation, c'est de protéger le patient. Protéger le patient de deux choses. Première chose, ça va être le risque d'exposition lié aux radiations. On veut éviter des expositions trop importantes pour éviter les risques liés aux radiations. Mais on veut aussi éviter d'avoir des protocoles utilisés qui délivrent trop peu de doses et dans ce cas-là, protéger le patient d'un mauvais diagnostic. Le but, c'est vraiment d'avoir la bonne dose pour le bon diagnostic et donc de délivrer une qualité d'image appropriée pour pouvoir répondre à la question clinique. Dans ce cas-là, on veut vraiment améliorer la pratique et éviter les outliers. Il y a deux types d'outliers, comme il y a deux types d'optimisation. Un outlier où c'est qu'on va délivrer trop de doses et donc il va y avoir des risques liés aux radiations. Et un outlier où on va avoir peu de doses et dans ce cas-là, il va y avoir aussi un risque de faire un mauvais diagnostic et donc ça peut aussi forcément créer des problèmes pour le patient. Donc, comment on a optimisé? Tout d'abord, la première étape, et peut-être la plus importante, c'est l'harmonisation. Pour harmoniser, c'est-à-dire que dans un groupe comme 3R, où c'est qu'il y a plusieurs centres, plusieurs machines, il faut essayer d'avoir une uniformité, notamment au niveau des protocoles, pour pouvoir répondre à la même question clinique de la même façon, quel que soit le centre, quel que soit le CT. Donc, pour uniformiser, dans un premier temps, c'était de créer des indications basées sur une indication clinique. Donc, on a créé des protocoles basés sur cette indication clinique en utilisant le booklet Radlex. Et donc, ce Radlex, il nous a permis de créer toute une liste de protocoles basés sur les indications cliniques. Et donc, à partir de cette liste de protocoles, en plus, on a rajouté une stratification qui va être la taille du patient. Évidemment, chaque patient est différent. Et donc, pour essayer d'être au plus proche de la réalité clinique, de pouvoir répondre au mieux à la question clinique, on a créé deux types de patients, deux stratifications en fonction du BMI, qui est peut-être la méthode la moins invasive et la plus facilement
utilisable en routine clinique, ce BMI, ça va être une classe avec un BMI, donc Body Mass Index ou IMC en français, indice de masse corporelle, inférieur à 25, et une autre classe avec le BMI supérieur à 25. Donc, on avait 2 classes de patients, et à partir de ces 2 classes de ces patients et de ces protocoles basés sur l'indication clinique, tout d'abord, il fallait faire une uniformisation au niveau des paramètres d'acquisition et de reconstruction du scanner. Donc, plus les scanners sont semblables entre eux, plus c'est facile d'uniformiser. Par contre, si on commence à avoir 2, 3, 4 constructeurs différents, avec à chaque fois des CT différents, là, ça devient plus difficile d'uniformiser. Essayer de trouver quel paramètre d'un constructeur correspond à tel paramètre d'un autre constructeur. À l'époque, chez 3R, il y avait beaucoup de scanners Philips, donc c'était un peu plus facile d'uniformiser. Une fois que ces paramètres d'acquisition et de reconstruction ont été uniformisés, qu'on a créé ces protocoles en fonction d'une indication clinique, on pouvait passer à la deuxième étape qui a été l'optimisation. L'optimisation, elle va prendre en compte plusieurs choses. Elle va prendre en compte l'impact des nouvelles technologies. On va regarder aussi, par exemple, comment la texture de l'image est influencée par ces technologies. Chose très importante aussi, comment évolue la détectabilité à bas contraste, en faisant l'hypothèse que si on arrive à correctement détecter une lésion bas contraste, finalement, c'est un peu le protocole le plus compliqué. Et donc, dans ce cas-là, les autres protocoles auront une qualité diagnostique aussi suffisante. Et puis, à la fin, ce qu'on veut, c'est créer des niveaux de référence locaux qui nous permettent de nous comparer entre nous, mais aussi nous comparer par rapport aux références internationales ou nationales, et de se dire, finalement, ce processus d'optimisation nous a permis de réduire de X% les doses et donc d'avoir un bénéfice au niveau du risque radio-induit pour le patient. Donc, pour ce processus d'optimisation, on n'a pas, dans un premier temps, utilisé des patients, mais on a plutôt utilisé des fantômes. Effectivement, éthiquement, c'est beaucoup plus simple d'utiliser des fantômes parce qu'on peut mettre les doses que l'on veut, on peut vérifier tous les paramètres que l'on veut, alors que sur un patient, forcément, c'est beaucoup plus difficile d'optimiser parce que on veut éviter de créer une perte de chance pour le patient. Si on baisse trop les doses, qu'on n'arrive pas à faire un diagnostic correct, parce qu'on a voulu optimiser le protocole et qu'il y a une perte de chance pour le patient, éthiquement, ce n'est pas acceptable. Donc, on a utilisé ces types de fantômes qui simulaient un patient qui pouvait rentrer dans la catégorie BMI moins de 25 et un patient qui pouvait rentrer dans la catégorie BMI plus de 25, avec ces fantômes qui contenaient des lésions à bas contraste. Et cela nous permettait donc de vérifier la qualité d'image pour un protocole de détection de lésions hépatiques. Donc, comme je l'ai dit, on a utilisé un protocole, donc vraiment le même protocole clinique qui est utilisé sur les scanners pour les patients, mais là, on a scanné des fantômes et on a évalué la qualité d'image en utilisant un modèle d'observateur. Donc, un modèle d'observateur, c'est un modèle mathématique qui nous permet de reproduire la performance d'un observateur humain dans des conditions, dans ce cas-là, qui étaient très basiques. Parce que les conditions qu'on a évaluées, c'était simplement détecter si une lésion était présente ou si elle était absente dans une petite région d'intérêt et simplement en 2D. On n'avait pas l'information volumique comme peut avoir le radiologue. Donc là, c'était vraiment une tâche très simple. Mais ça nous permet, dans un premier temps, de vérifier que la qualité d'image est suffisante ou qu'elle est insuffisante. Parce que si dans un cas déjà très simple comme ça, avec des lésions qui sont parfaitement sphériques, dans un fond homogène de fantômes, si on n'arrive pas à détecter ces lésions, en routine clinique, ça sera encore beaucoup plus dur à détecter. Donc là, juste quelques exemples. Comment obtenir finalement la dose juste pour le diagnostic juste? On est parti après cette première phase d'uniformisation à un certain niveau de qualité d'image et à un certain niveau de dose. Finalement, ce niveau de qualité d'image était relativement bon et il y avait une marge pour l'optimisation. Donc, on a fait une première étape de réduction de dose de 12% des doses, donc au niveau du CTDI. Évidemment, la qualité d'image a été diminuée, mais elle restait correcte
pour pouvoir faire un diagnostic. Dans ce cas-là, une deuxième étape de réduction de dose de 12% a aussi été engagée. Là aussi, la qualité d'image sur fantôme était correcte. Donc, en continuant les tests sur fantôme, on a réduit les doses à encore 12%. Par contre, là, au bout de cette troisième diminution de 12%, on s'est rendu compte finalement, comme vous voyez un peu sur l'image, que la qualité d'image sur fantôme, en tout cas, était dégradée. Donc, on s'est dit, on ne peut pas utiliser ce type de protocole parce que la qualité d'image diagnostique ne sera pas suffisante. Donc, on a réaugmenté les doses de 12% pour éviter d'avoir une trop grande réduction de dose et donc une perte de qualité d'image. Donc, quand on parle d'optimisation, on passe toujours à réduction de dose, mais optimisation, ce n'est pas synonyme de réduction. On peut toujours optimiser en augmentant les doses si on veut une certaine qualité d'image. Si on a un protocole clinique très précis où on a besoin d'avoir une qualité d'image très précise, ben on peut se dire, par rapport au protocole clinique habituel, je vais augmenter mes doses pour ce protocole parce que j'ai besoin de l'optimiser. Nous, dans ce cas-là, dans le processus d'optimisation, on a réussi à faire une réduction de 24%, plus ou moins, par rapport à la baseline qu'on avait après la phase d'uniformisation. Par contre, ben, on n'avait fait ça que sur fantôme. Mais dans la réalité clinique, le radiologue il regarde des images de patients. Et donc, pour s'assurer que ces réductions de dose étaient correctes et pas trop drastiques, eh ben, en faisant une étude effective, les radiologues devaient noter la qualité d'image des différents examens qu'ils voyaient. Donc, simplement en utilisant l'outil qui était disponible dans DoseWatch, les radiologues mettaient soit un pouce vers le haut, soit un pouce vers le bas pour dire « je suis satisfait de cette qualité d'image » ou « je ne suis pas satisfait de cette qualité d'image ». Si la qualité d'image n'était pas satisfaisante, on avait alors une seconde lecture par un second radiologue qui devait dire si lui trouvait que la qualité d'image était suffisante ou si elle n'était pas suffisante. Donc pour la deuxième lecture, le deuxième radiologue utilisait une grille d'évaluation un peu plus complexe que le premier. Parce que le premier devait simplement dire de façon générale, oui, la qualité d'image me satisfait, non, la qualité d'image ne me satisfait pas. Dans ce cas-là, le deuxième radiologue, pour avoir une lecture un peu plus précise, utilisait une grille de lecture adaptée des guidelines européens permettant d'évaluer la qualité d'image sur un protocole clinique. Et donc, il devait dire pour différentes catégories si oui, la qualité d'image était suffisante ou sinon, elle n'était pas suffisante. Donc, par exemple, si on avait une reproduction assez précise du parenchyme du foie, est-ce que les veines des différents organes étaient correctement visibles? Est-ce que le bruit dans l'image était trop ou pas assez important, etc., etc. Et si les deux radiologues étaient d'accord entre eux, c'est-à-dire pour dire non, la qualité d'image n'est pas suffisante, alors dans ce cas-là, la dose du protocole était augmentée. Aussi dans un processus d'optimisation, on augmentait les doses pour toujours avoir une qualité d'image suffisante. Et donc dans ce cas-là, la dose juste pour le diagnostic juste. Par contre, si les deux radiologues n'étaient pas d'accord entre eux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui disait que la qualité d'image était insuffisante et l'autre que la qualité d'image était correcte, là, on faisait appel à un troisième radiologue qui lui aussi devait donner son avis en utilisant la grille de lecture de la Société européenne de radiologie. Et donc, s'il y en a deux qui disaient que la qualité d'image était suffisante, dans ce cas-là, le protocole n'était pas modifié. Par contre, s'il y en a deux qui disaient que la qualité d'image n'était pas suffisante, dans ce cas-là, de nouveau, là, on augmentait la dose pour permettre de faire un diagnostic correct. Donc ça, c'est vraiment les deux phases les plus importantes de l'optimisation. On a fait tout d'abord sur fantôme pour un peu débroussailler le terrain, être sûr que la qualité d'image était plus ou moins correcte en faisant une intercomparaison entre différents protocoles. Et après, la validation sur le terrain par les radiologues sur des images cliniques. Tout ce processus d'optimisation, ça nous permet d'avoir une standardisation, d'avoir des doses qui sont diminuées, mais bien sûr, on aura toujours des doses élevées. L'optimisation n'interdit pas d'avoir des doses élevées. Le problème, c'est la non-justification de ces doses élevées. Et le but de cette optimisation, c'est aussi d'avoir 100% de justification des alertes de dose. Pourquoi une dose, elle peut être élevée? Tout simplement parce que le BMI du patient est trop important, parce que pour répondre à une question clinique, on est obligé de faire une phase supplémentaire, parce que le patient est agité,
Ça, c'est voilà, des choses un peu difficilement contrôlables. Par contre, il peut y avoir d'autres effets. Par exemple, une acquisition qui est trop longue, une acquisition qui n'est pas adaptée à la question clinique. On dit qu'on veut faire juste un abdos-sup et on part du haut de la tête jusqu'au milieu des cuisses. Ou un problème, par exemple, de centrage du patient. Le patient n'est pas correctement centré sur la table et on fait l'examen comme ça, sans prendre le temps de centrer le patient, de refaire un topogramme pour pouvoir délivrer une dose correcte. Là aussi, le processus d'optimisation, il est fait pour la plupart des protocoles qui sont utilisés, environ, on va dire, les protocoles qui représentent 70 à 80% des examens, mais il peut aussi être fait de façon plus précise sur tous les examens, tous les protocoles. Ça, c'est une première étape de l'optimisation, mais l'optimisation, c'est un processus continu. Pourquoi c'est un processus continu? Parce qu'on a beaucoup d'évolutions technologiques. Et par exemple, chez 3R, 3R est passé d'un grand nombre de CT Philips à un grand nombre de CT GE, avec l'arrivée notamment chez les scanners GE Revolution de cet algorithme True Fidelity, un algorithme de reconstruction d'intelligence artificielle qui permet de réduire le bruit sans perdre en résolution spatiale. Donc là, le but, c'était vraiment de quantifier l'impact de cette évolution technologique pour continuer le processus d'optimisation. Et on voit là aussi sur ces graphiques, en utilisant les mêmes fantômes, c'est-à-dire des fantômes qui représentent des lésions hépatiques, avec toujours les deux tailles de fantômes pour les patients standards et les patients plus corpulents, de comparer la qualité d'image obtenue pour True Fidelity, donc la courbe en bleu, ici, et ASIRV, donc la courbe en noir. Et on voyait clairement la différence. On fait un zoom, par exemple, au niveau des doses locales qui sont utilisées. On voyait clairement la différence de qualité d'image entre True Fidelity et ASIRV. Donc vraiment, l'avantage de ce nouvel algorithme de reconstruction, c'est d'avoir une meilleure qualité d'image à dose constante. Et donc, on peut se dire, si on veut avoir la même qualité d'image que précédemment, on pourrait réduire les doses. Et donc, ici, la conclusion, c'était que grâce à True Fidelity, on a pu réduire les doses d'environ 100%, tout en ayant la même qualité d'image que précédemment pour les algorithmes de reconstruction de type ASIRV. Donc là, c'est vraiment aussi une énorme réduction de dose, 30%. Et juste un petit exemple, juste pourquoi on peut arriver à ces 30%. Vous voyez ici l'exemple d'une image reconstruite avec ASIRV. La même image reconstruite avec True Fidelity, quasiment plus de bruit dans l'image et une qualité d'image qui est fortement augmentée. L'autre avantage de True Fidelity, c'est qu'il ne va pas changer la texture du bruit. En effet, un des problèmes avec les algorithmes itératifs d'ancienne génération, c'est que la texture du bruit était modifiée. Donc ça perturbe le radiologue dans sa lecture. Pourquoi? Parce qu'on a ces images qui sont très floutées, très lissées, avec un aspect un peu plastique. Et donc, ça va totalement perturber la lecture. Et donc, on va perdre aussi en qualité diagnostique. Alors que là, avec True Fidelity, on n'a pas du tout ce changement de texture. On a vraiment la même texture, quel que soit le niveau de dose. Et on a la même texture qu'un algorithme de type FBP. Donc, avec des textures qui sont plutôt haute fréquence, donc avec une bonne résolution spatiale. Mais l'avantage de True Fidelity, c'est qu'on a très peu de bruit dans l'image. Tous ces processus d'optimisation, finalement, à la fin, ça nous permet de créer des niveaux de référence diagnostiques locaux. Alors, on aura toujours en référence les niveaux de référence diagnostiques nationaux. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément liés à une tâche clinique, ils ne sont pas forcément liés à une taille de patient et ils ont une mise à jour qui est plutôt lente. Alors que l'avantage des niveaux de référence diagnostiques locaux, c'est qu'on peut les créer pour nos protocoles, pour les types de patients qu'on veut, le type de corpulence de patients qu'on veut, et on peut les mettre à jour rapidement. Ici, vous voyez deux types de niveaux de référence qui ont été créés. Des niveaux de référence institutionnels, donc pour chaque site, qui va être la médiane de chaque site. Donc, par exemple, pour un protocole et une classe de BMI, par exemple, inférieure à moins de 25, on va prendre la médiane de la distribution des CTDI ou des DLP.
C'est-à-dire qu'il y aura 50% des valeurs qui seront en dessous et 50% des valeurs qui seront au-dessus. Et puis, on peut regarder les niveaux de référence cliniques locaux pour, par exemple, un groupe comme 3R. Et donc là, on va prendre le 75e percentile de la distribution des différentes médianes. Donc, par exemple, si on a 10 centres, pour chacun des centres, on aura une médiane. Et donc, les 10 médianes, on prend le 75e percentile. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 75% des valeurs qui vont être en dessous de cette valeur et 75% des valeurs qui vont être au-dessus de cet niveau de référence diagnostique local. Et donc là, on voit à la fin le processus d'optimisation complet, quel est vraiment l'impact cliniquement sur des données patients, donc sur des niveaux de référence diagnostique calculés sur des images patients, avec des doses délivrées sur des patients. Vous voyez que, par exemple, avec AZIRV, donc au cours de la première phase d'optimisation, on avait par exemple 10 mg pour les protocoles d'appendicite pour les BMI plus de 25. L'apport de Fidelity a permis là encore de réduire les doses, donc on est passé à 8 mg. Et vous voyez qu'en moyenne, entre Fidelity et AZIRV, on a des réductions de l'ordre 20 jusqu'à 40-60% de réduction de dose entre AZIRV et Fidelity. Et au minimum, on avait ici, dans ce cas-là, presque moins 10% de réduction de dose entre AZIRV et Fidelity, sachant qu'entre les algorithmes itératifs de première génération, les scanners ancienne génération et les scanners avec AZIRV, la dose avait déjà été réduite de 20%. Donc voilà pour ce processus d'optimisation. Maintenant, je laisse la parole à Federica. Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse d'être parmi vous pour vous parler de notre projet d'optimisation. Dans cette troisième et dernière partie du webinaire, j'aimerais rendre compte de l'impact concret de notre processus d'optimisation continue. En d'autres termes, je voudrais répondre à la question combien de cancers avons-nous pu éviter grâce à ce processus. Alors, ce travail, c'était le fruit d'une excellente collaboration entre 3R, le CHUV et GE. Il n'aurait pas été possible sans la contribution de chaque partenaire qui est bien listé dans cette slide. Alors, les risques associés à la tomodensitométrie. Alors, les risques précis de malignité est un sujet de débat permanent. Et l'un des principes de protection radiologique les plus importants, c'est effectivement la nécessité de s'assurer que toute exposition du patient était justifiée par un bénéfice net. Il est effectivement essentiel que les radiologues comprennent l'ampleur des risques de radiation associés aux examens et comment ces risques varient en fonction de l'âge et du sexe du patient. Alors, la cancérogénèse radioinduite est un processus stochastique, donc c'est-à-dire que l'occurrence est casuelle et augmente avec la dose, mais il n'y a pas de seuil de dose requis pour produire un changement. C'est-à-dire que même une très faible dose de radiation pourrait théoriquement produire des lésions de l'ADN et donc augmenter les risques de développer un cancer. Mais comment on calcule ce risque? Comme j'ai déjà dit, c'est le modèle qui est utilisé pour calculer ce risque, il y a différents, est en général basé, c'est un modèle linéaire sans seuil, comme je viens de dire dans la slide précédente. La difficulté, c'est que le risque exact de la radiation pour un examen individuel est presque impossible à déterminer parce qu'il y a nombreux facteurs de risque de radiation qui sont inconnus. En plus, il est méthodologiquement impossible d'isoler les risques de radiation des autres risques de développer un cancer lié à la vie en général. Dans tous les cas, cette nécessité d'avoir une mesure a motivé l'utilisation de différentes quantités, celui-là que je montre dans cette slide, qui sont plus ou moins précis dans cette estimation du risque. Donc à gauche, la moins spécifique, si on veut, et à droite, donc le Radiation Risk Index, c'est la méthodologie la plus précise qu'on a aujourd'hui. Ce sera aussi celui-là qu'on va utiliser dans notre étude. Évidemment, aussi, on a dans les futurs un risk assessment qui est encore plus précis, qui va tenir compte aussi de la morphologie du patient, des modèles biocinétiques et tout ça. Mais ça, c'est le futur. On ne l'a pas aujourd'hui.
Alors, si je prends c'est pas la méthode que nous on a utilisée, mais une des méthodes les plus utilisées aujourd'hui en radiologie pour calculer les risques, c'est les méthodes de la ICRP dans la publication 103 qui utilise la dose efficace. La dose efficace qui est en effet en quantité de radioprotection et qui ne tient pas compte de l'âge et du sexe qu'on sait bien ont un impact sur les calculs du risque. Mais c'est une quantité qui est très accessible au radiologue. Il est même un métrique qui est reporté dans la CT, et donc il est facile à utiliser. Et dans ces cas-là, l'estimation du risque excessive des cancers calculés à partir de la dose efficace est généralement 0,01% par millisievert pour avoir les risques d'un cancer inclusif, les cancers pas mortels, ou de 0,005% par millisievert pour avoir un cancer fatal. À noter que ce sont les doses efficaces typiques d'un examen. Donc là, on parle de 0,01% par millisievert, en sachant qu'un CT, c'est plus ou moins 1 ou 2 millisievert. En chest CT, c'est 5 et 8 millisievert. En abdomen, c'est un petit peu plus. Donc, vous voyez déjà que quand même le risque est très faible. Comme j'ai déjà dit dans les titres d'introduction, notre objectif, c'était d'aller un petit peu plus loin dans les calculs de ces risques en utilisant les méthodes les plus précises qu'on a aujourd'hui. Donc, celui-là du risque, Radiation Risk Index, qui est basé sur le Bayer 7 publié en 2006. Et l'objectif, comme je dis, c'était de répondre à la question combien de cancers on était capable d'éviter grâce à ce processus d'optimisation. Alors, c'est quoi cette BR7 et les modèles fournis pour cet rapport? Et c'est comme, on calcule comme cet risque index. Alors, l'indice des risques de rayonnement était calculé sur la base des doses réelles aux organes des patients pendant un examen. Et effectivement, le risque index s'est montré dans cette formule-là, où les ODT est la dose équivalente pour l'organe T, et RT est le risque attribuable à la vie, donc on dit en anglais le LAR, Life Attributable Risk, d'incidence du cancer dans la population. Dans notre cas, on a étudié la population française parce que c'est la plus proche à la Suisse, en tenant compte du sexe, de l'âge et du tissu. Donc c'est ça qu'on a fait effectivement. Une fois que la méthode de calcul de risque était décidée, donc je viens de vous l'expliquer, les étapes de mise en œuvre de notre étude étaient les suivantes. Donc on a recueilli les données de la tomographie des 9 scanners pendant 4 périodes et sur 11 protocoles spécifiques. Finalement, ce sont 11 indications cliniques. On a estimé les doses aux organes spécifiques pour chaque patient grâce à notre software DoseWatch. On a estimé l'indice des risques basé sur la méthodologie Bayer 7 et on a analysé ces données, on a comparé les risques dans chaque phase parce que chaque phase, je vais vous montrer, était liée à un processus d'optimisation différent. Alors, le premier point, c'était justement la collecte des données sur 4 périodes, plus ou moins chaque période de 1 an, quelqu'un un peu plus. Alors, la première période, c'était, on a commencé en 2016, on a essayé effectivement d'harmoniser tous les protocoles sur les 9 scanners qu'on avait en fonction d'indications cliniques, des paramètres techniques et de l'IMC du patient. Et les protocoles ont été spécifiquement mis en correspondance avec la nomenclature RADLEX dans notre logiciel DoseWatch. Et ça nous a permis de collecter les données a posteriori et d'être capable de comparer des poires avec des poires.
Dans la deuxième période, on a collecté des données qui correspondent à la période d'optimisation des protocoles. Donc, dans la première phase, on a harmonisé les protocoles. Donc, on s'est dit, si on vient faire un CT du thorax ou du poumon dans les sites A ou dans les sites B des 3R, les patients doivent avoir plus ou moins les mêmes protocoles. Dans la phase 2, on a essayé d'optimiser ce protocole. Est-ce qu'on est capable d'optimiser la dose qu'on donne aux patients? Et pour faire ça, on a fait une étude où on a réduit systématiquement la dose et on a évalué la qualité d'image en parallèle, garantissant la qualité d'image requise pour la diagnostic. Donc, on a continué sur ce processus jusqu'à le radiologue, il a dit stop, la qualité elle est plus bonne pour faire la diagnose. Donc, c'est ça la période 2. Dans la période 3, on a changé de scanner, donc le neuf scanner qu'on avait était un petit peu âgé et on a changé, on a acheté des high-end scanners que la société GE a vendu avec beaucoup de marketing sur les solutions de réduction de la dose associées à cet nouveau produit. On avait de la reconstruction itérative appelée ASIR V et aussi beaucoup de différentes techniques de réduction de la dose. Et finalement, la période 4, c'était la période dans laquelle on avait installé un nouvel logiciel de reconstruction d'images basé effectivement sur l'intelligence artificielle et deep learning qui s'appelle True Fidelity. Et celui-là a remplacé le logiciel de reconstruction itérative ASIR-V sous cet scanner high-end. Et là, je vous montre effectivement une photo d'un patient qui était traité avec l'ASIR-V et l'autre qui est traité avec les True Fidelity. Et beaucoup d'études avaient montré qu'effectivement c'était possible, et Damien a montré ça aussi, de réduire significativement la dose. Et donc voilà les données liées à les 4 phases de notre étude. Ça, c'est les protocoles et les indications cliniques que nous avons inclus dans notre collecte. Ils couvrent plus ou moins 80% de l'activité des 3R. Et c'était effectivement sur cette indication clinique qu'on a étudié la réduction des risques de développer les cancers liés à la radiation induite. Alors, comme je vous mentionnais avant, une fois que cette donnée était collectée, nous avons dû calculer la dose reçue par chaque organe de chaque patient pour chaque examen. Et cela était possible grâce à un module de dose à l'organe de DoseWatch, c'est le software de la suivi des doses qu'on a depuis longtemps chez 3R. Et pour estimer les doses à l'organe, je peux expliquer comment ça marche dans ce logiciel. Donc, chaque patient est associé à un fantôme qui s'appelle X4, ce sont des fantômes adultes dans ces cas-là, hommes et femmes. Et le logiciel, il fait quoi? Il fait un match entre les patients et les fantômes qui étaient basés sur le diamètre du patient ou sur l'auteur de l'abdomen ou du chest. Et ça, cette match est nécessaire pour trouver un fantôme qui représente effectivement la distribution des organes qui est la plus proche au patient. Et en fonction de ça, derrière, il y a des calculs des doses à l'organe qui étaient calculés avec les Monte Carlo et qui sont déjà gardés dans les logiciels et qui nous permet effectivement pour tous les organes d'avoir une dose calculée avec une erreur. Alors, on a justement récupéré la dose à l'organe de chaque patient pour chaque examen de chaque phase. Et après, pour calculer les risques index de lesquels je vous viens de parler et les calculer comme était proposé dans les modèles BR7, on a utilisé un calculateur en ligne, le RAD-RAD, qui était développé par le National Cancer Institute. Et pour éviter qu'effectivement, parce qu'on a dit que l'âge du patient a un impact, donc si on va comparer des phases et aussi les moments dans lesquels on fait l'examen a un impact, donc pour éviter les bias liés à la différence de temps d'exposition pour les 4 phases, nous avons estimé les risques futurs, donc définis comme les risques à partir du moment présent, donc le moment où on a calculé les risques, donc on a vraiment utilisé les softwares pour les calculs, jusqu'à la fin de la vie prévue. Et ça, c'est un exemple de la manière dont vous pouvez saisir les données dans la RAD-RAD pour obtenir finalement l'output. Donc là, il faut rentrer effectivement des informations sur les patients, sur la dosimétrie, sur la dose à l'organe. Et les softwares, ils nous donnent l'excess future risk. C'est effectivement ça que nous, on va vous montrer. Donc, combien de risques en plus on a de développer un cancer
comme conséquence d'un examen avec la radiation ionisante. Évidemment, nous, on n'a pas fait ça patient pour patient parce qu'on a beaucoup de données, donc on a fait ça en batch file. La dernière partie de cette méthodologie, c'était effectivement, une fois qu'on a calculé les risques pour chaque phase, c'était de les comparer. Donc, et les risques qu'on va vous montrer, c'est un risque calculé sur 100 000 cas. Donc, nous avons stratifié aussi les données par sexe et par groupe d'âge. Nous avons utilisé le One Way ANOVA pour tester la différence significative entre les différentes phases. Ça, c'est les premiers résultats. Donc, combien de données on a, combien de data on a. Alors, là, on a en total 11 970 examens et vous voyez qu'on a des phases où on a plus de données que des autres. La raison de ça, c'est que les modules de la dose à l'organe étaient installés plutôt en 2018. Et donc, pour les années précédentes, on a fait un travail rétrospectif en essayant de recalculer cette dose à l'organe qu'on n'avait pas. Et ça, c'était pas possible pour tous les examens. Donc, on a un petit peu moins de données pour cette deux phases-là, mais quand même suffisamment pour calculer les risques et paragoner les résultats. Ça, c'était aussi la deuxième slide des résultats. Donc, après un nettoyage d'outliers, on reste avec 11 910 examens, plus ou moins 50% de femmes et 50% des hommes. Et l'âge moyen, c'était de 60 ans. Après, si on regarde la stratification pour la poitrine et l'abdomen, on a 25% des examens qui étaient liés au chest et 73% des examens qui étaient liés à l'abdomen. Et ça, c'est la distribution plus ou moins par indication clinique. Par exemple, pour le chest, c'est l'indication prédominante, c'est le pulmonary embolisme. Pour l'abdomen, c'était la diverticulite. Important, c'est aussi de noter que dans les différentes périodes, on a plus ou moins les mêmes pourcentages d'examens pour les différentes indications cliniques. Alors, ça, c'est les premiers résultats liés à la poitrine et c'est très intéressant. Donc là, vous voyez, j'ai la Average Excess Future Risk of Developing Cancer par 100 000 cas et les différentes périodes pour la région du chest. Donc là, on n'a pas différencié par indication clinique. Là, vous pouvez voir que dans la période 1, avec les protocoles qu'on avait, on avait plus ou moins 20 cas de personnes qui allaient probablement développer un cancer, 20 cas sur 100 000 personnes développer un cancer lié à la radiation induite. Et on était capable, avec ces processus d'optimisation, de la réduire à 9,5. Donc, on a diminué de 52,5%, que c'est, je trouve, un résultat magnifique qui, évidemment, est significatif. Les résultats pour l'abdomen sont comparables. Dans ces cas-là, on a une réduction de presque 54%. Si on va un petit peu plus dans les détails, on va stratifier par indication clinique. Donc, pour le chest, on a emphysème, pneumonie et pulmonary embolisme. On voit que, et on va stratifier aussi pour femmes et hommes. Bon, déjà, on voit que, comme prévu, les femmes sont plus exposées aux radiations que les hommes. Et on voit aussi que la réduction des risques les plus élevés concerne les protocoles relatifs à l'emphysème, avec une diminution de plus ou moins 60%, que c'est beaucoup. La même chose pour l'abdomen. Là, on a trop de données pour vous montrer tous les pourcentages qu'on a obtenus, mais je voulais juste vous montrer la réduction la plus haute on a obtenue pour la diverticulitis, 64% et 58% hommes-femmes. Et la diminution la plus réduite, c'est celui-là du renal tumor. C'était 30% pour les hommes et 45% pour les femmes. Donc, toujours effectivement des différences significatives entre la phase 1 et la phase 4 de l'étude. Alors, la conclusion de cette étude, c'était que les risques à vie spécifiques aux patients de développer un cancer suite à l'imagerie CT a été estimé pour des patients adultes sous une période de 7 ans d'optimisation de la dose en CT. L'excès des risques a été en moyenne significativement réduit de 52% pour la poitrine et presque 54% pour l'abdomen. Et l'excès des cas de cancer induite peut être réduit significativement grâce à ce processus d'optimisation continue des doses, en évitant aussi l'obsolescence des scanners et en utilisant aussi effectivement des softwares basés sur l'intelligence artificielle pour la reconstruction des images.
Je vous remercie beaucoup. Voilà, alors merci Federica, merci Damien, merci Hugues pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Je n'en ai pas vu passer dans le chat. Non. Alors, je tiendrai déjà à féliciter Hugues, hein, qui a eu le leadership là, sur cette démarche qualité qu'on a initiée depuis plusieurs années dans le réseau. Bravo Hugues pour cette vision et le fait d'avoir achevé vraiment les démarches. On voit qu'on n'en a jamais vraiment fini. On a toujours des possibilités d'optimisation ultérieures qui sont souvent liées aux nouveautés technologiques. À ce sujet, j'aurais peut-être une question pour Federica. Là, on voit qu'avec les scanners de génération avec intelligence artificielle, on a poussé assez loin ce que l'on peut faire au niveau de la radioprotection. Qu'en est-il du double énergie et du comptage de photons qui sont les prochaines générations de scanners? Oui, alors ça c'est effectivement une bonne question. Donc c'est vrai que la tomographie par comptage de photons peut réduire ultérieurement l'exposition au rayonnement, mais peut aussi nous aider en termes de reconstruction parce qu'on peut reconstruire en résolution plus haute qui nous permettent éventuellement d'aller encore un petit peu plus loin, je crois, dans l'optimisation des protocoles. Et aussi, elle va nous permettre d'optimiser aussi l'utilisation des agents de contraste. Donc, je n'ai pas discuté d'un aspect important dans la présentation parce qu'on n'avait pas quand même le temps de faire ça. C'est-à-dire que quand on fait des examens avec le contraste, ça va avoir, ça augmente un petit peu cet effet des radio-oncogéniques. Et donc, c'est important aussi d'avoir des scanners qui nous permettent de réduire ultérieurement aussi les contrastes. C'est un sujet sur lequel nous, on travaille déjà. Et donc, je dirais qu'effectivement, en avançant avec cette génération de scanners, on peut aller encore un petit peu plus loin d'aujourd'hui. Et peut-être un autre commentaire que je voulais faire, c'est que par rapport à la diminution en fonction des différentes phases, c'est vrai que le deep learning, ça nous permet de diminuer beaucoup, je pense, la dose, mais c'est aussi vrai que les aspects, je pense, les premiers aspects, peut-être même les plus importants, sont celui-là de la harmonisation et de l'optimisation des protocoles. Donc, je n'ai pas eu le temps de montrer les résultats en fonction des différentes phases, c'est-à-dire la diminution des cancers radio-induits en fonction, mais si vous avez noté, peut-être, vous voyez que la courbe dépendance est vraiment beaucoup steep, surtout dans la phase 1 et 2. Et donc, ça, c'est important. Et évidemment, aussi, la technologie, c'est la troisième partie. Donc, je pense que le deep learning, il n'était pas au max de son capacité parce que nous, en amont, on avait déjà fait un travail super bon d'optimisation. Et donc, on voit que la réduction qu'on s'attend liée à le deep learning est importante, mais pas plus important que l'harmonisation ou l'optimisation per se. Et donc, ça serait intéressant, effectivement, de regarder ces points un petit peu plus dans les détails. Ok, alors Damien, je tenais à te remercier aussi pour l'investissement que tu as mis pour nous permettre d'obtenir ces résultats. On voit qu'il y a vraiment des résultats concrets pour les patients. J'ai assisté hier à ta réunion là, de radioprotection obligatoire là, pour le CHU. On voit que les audits CT, c'est quelque chose qui est maintenant légal hein, pour les centres privés comme pour les centres hospitaliers. Quel est ton retour un petit peu d'expérience à l'échelle suisse romande? Est-ce que ces implications sur la dose sur lesquelles nous travaillons, est-ce que c'est vraiment une considération qui est partagée par l'ensemble des centres? Est-ce que c'est de toute façon une assurance qualité qu'il faudra avoir par la suite? Et dernière question, est-ce qu'il faut vraiment avoir une dose team pour chaque centre de radiologie avec un technicien référent qui suit un peu la justification de toutes ces doses augmentées et des radiologues pour suivre un petit peu ce qui se fait aussi de neuf sur le marché et d'essayer de l'implémenter pour le bénéfice des patients? Ouais, merci Benoît pour l'introduction. Merci. C'était vraiment un travail d'équipe, donc c'était formateur pour tout le monde, intéressant pour tout le monde. Et quand on voit les résultats, je pense qu'on peut être content du travail qui a été fait. Donc, chacun a apporté sa pierre à l'édifice, mais au final, le bénéfice, c'est pour le patient et je crois que ça, c'est le principal. Et quand on parle aussi de ces audits cliniques, effectivement, le but, c'est aussi d'améliorer la prise en charge pour les patients, d'avoir un processus d'optimisation, de justification qui soit vraiment
coordonnées, qui soient efficaces, qui soient en tout cas mises en place dans le centre. Et pour le moment, dans les premiers audits qu'on a vus, finalement, c'est des choses obligatoires à mettre en place. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place rapidement parce qu'on reçoit la lettre et puis on doit faire l'audit clinique, donc on va être plus ou moins en règle. Donc on fait ça rapidement en 2-3 mois pour se dire on va être tranquille avec les auditeurs. Mais finalement, le but, c'est, comme on l'a vu, c'est d'avoir un peu une vision globale. Et puis si je reprends ta dernière question, finalement, ce n'est pas obligatoire d'avoir cette dose team, ce n'est pas obligatoire d'avoir un référent, ce n'est pas obligatoire d'avoir des radiologues impliqués. Mais si on veut avoir un bénéfice pour le patient, avoir une optimisation qui est correcte, et comme on dit souvent, une dose juste pour le diagnostic juste, là, on ne peut pas passer à côté de faire une dose team avec des techniciens qui sont impliqués, des techniciens référents, des radiologues qui sont impliqués. Aussi, un suivi de la technologie. On a vu quand même si la plus grosse partie, on va dire, c'est quand même l'harmonisation. Si on n'est pas toujours en avance sur la technologie, pas en avance, mais si on ne suit pas la technologie, au bout d'un moment, l'optimisation, elle va s'arrêter. Donc, je dirais qu'effectivement, il faut vraiment avoir une dose team, mais il faut vraiment aussi que ça soit une volonté de la part de l'équipe, de la part du centre, pour que ça puisse marcher. Comme l'a dit Hugues, il faut quand même de la communication, il faut aussi montrer les résultats, il faut aussi que les gens voient l'intérêt. Et si on ne publie pas ça, si on ne montre pas l'intérêt, finalement, tout va se perdre et puis on va perdre le bénéfice de cette optimisation. Mais on l'a bien vu pour nous, hein, c'est vraiment un moyen de faire cette étude, de communiquer ces résultats à nos équipes et de leur montrer finalement que tous ceux pour lesquels ils ont eu l'impression peut-être d'être un petit peu embêtés, de dire on nous fait faire ça en plus, etc., que tout ça était pour le bénéfice du patient. Et là, on peut prouver, modéliser, même si on voit avec les modélisations de Federica qu'on n'a jamais un risque précis, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, mais en tout cas, selon l'état de l'art de la littérature, on arrive quand même à épargner avec ces démarches des cancers à la population, ce qui est vraiment une des préoccupations principales des radiologues, en plus de faire le bon diagnostic avec effectivement cette dose juste. Exactement. Hugues, je ne sais pas si tu as un mot de la fin peut-être. Oui, alors avant le mot de la fin, je voudrais quand même insister sur le rôle central du physicien médical qui, jusqu'à il y a 2-3 ans, était un petit peu le gars qui venait le soir après les heures d'ouverture du service, faire ses petites mesures obscures dans la salle, puis nous envoyer un rapport duquel on lisait la dernière ligne pour voir si on était conforme ou pas aux normes de radioprotection suisse. Alors, avec le cadre légal qui a changé, maintenant, chaque centre doit avoir vraiment un physicien médical qui est affilié au centre. Et je veux dire, c'est une opportunité extraordinaire pour les radiologues et pour les TRM d'inclure le physicien médical dans la démarche qualité d'optimisation de la dose et puis de se faire guider par lui. Parce que plein de paramètres, finalement, nous échappe un petit peu. On a vu tout le travail que Damien a fait avec les fantômes pour la détectabilité des lésions à bas contraste. Je veux dire, aucun radiologue ni aucun TRM n'arrive à faire ce genre de travail. Or, c'était clé. C'était vraiment clé dans le processus d'optimisation. Donc, je pense que c'est plus que jamais un vrai travail d'équipe et qu'aujourd'hui, le trinôme de la dose team, c'est un radiologue au minimum, c'est un technicien référent au minimum et c'est ce physicien médical complètement intégré dans la dose team pour faire un travail au long cours et qui, comme tout le monde l'a bien compris maintenant, est juste pour le bénéfice du patient à la fin, qui lui est au bout de la chaîne. On reçoit des rayons X à travers le corps, on ne les sent pas, mais ils peuvent avoir un impact. Et puis que cet impact soit le plus petit possible sur le restant de la vie est important. Et c'est vraiment la démarche que nous avons initiée là. Et je tiens vraiment à remercier toute l'équipe pour leur implication. Et quand je dis toute l'équipe, c'est tous les TRM, tous les médecins qui, au quotidien, participent à l'amélioration de la prise en charge des patients à travers cette dose juste pour le diagnostic juste. Merci beaucoup. Merci Hugues, et encore félicitations à toute l'équipe pour ce travail vraiment novateur, vraiment centré sur la qualité et les soins aux patients, qui sera présenté oralement au RSNA au mois de novembre ou décembre l'année prochaine, enfin cette année d'ailleurs. Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez encore ouvrir votre micro et prendre librement la parole tant que nos orateurs sont présents.
Sinon, la prochaine session aura lieu le 9 novembre prochain. Federica Zanca et moi-même parlerons d'un premier bilan en fait, sur l'implémentation de ces solutions d'intelligence artificielle dans la pratique clinique du radiologue. Finalement, est-ce une aide? Est-ce que c'est plutôt un gadget qu'autre chose? On pourra débattre de ça avec une autre étude qu'on présentera au RSNA, mais donc vous aurez un peu la primeur lors de ce prochain webinaire. Alors, je vous remercie pour votre attention. Encore un grand merci à tous les orateurs et je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.